Salut, tu es un élève de première générale et tu n'as toujours pas eu ta leçon sur les variables aléatoires. Peut-être l'univers t'a-t-il entendu. Et telle une réponse salvatrice, cette vidéo va éclairer l'obscurité de ton déficit. Plus généralement, bienvenue à tous ceux qui me regardent. Bon, pas de surprise, j'annonce tout de suite la couleur, on va parler de probabilité. On pourrait faire plein d'autres choses merveilleuses. Aujourd'hui, cours de maths. Allez, on se retrousse les... La théorie des probabilités est une mathématisation de l'incertitude et du caractère imprévisible de phénomènes contingents. Ça veut dire qu'ils peuvent survenir ou non. Globalement, cela a d'abord été longtemps attribué au destin, à la nature ou à des divinités. Pendant l'Antiquité, le hasard n'a pas été un objet d'étude à proprement parler. Cependant, il était utilisé pour le divertissement ou comme moyen de prise de décision, par exemple pour choisir dans quel ordre les équipes vont se rencontrer lors d'un sport. Par ailleurs, des philosophes ont abordé la question de la définition de ce concept d'incertitude. La notion de risque, préalable à l'étude des probabilités, n'est apparue qu'au XVIIe siècle pour l'élaboration de contrats commerciaux. De fil en aiguille, l'évaluation des risques intervient pour des contrats d'assurance. Des références aux probabilités émergent alors, avec par exemple Girolamo Cardano, italien bien sûr, au XVIIe siècle, et Galilée. Pardon pour les prononciations, parfois en français, parfois non. Le véritable début de la théorie des probabilités date de la correspondance entre Pierre de Fermat et Blaise Pascal. Ça, c'est bien de chez nous. En 1654, au sujet du problème dit des parties. Christian Huygens, un néerlandais, prend connaissance de cette discussion à l'Académie parisienne et publie en 1657 le premier traité sur la théorie probabiliste. S'ensuit un foisonnement de recherches. Citons entre autres les acteurs. Pierre Raymond de Montmort, Cocorico, Abraham de Moivre, à domicile également. Jacques Bernoulli, alors là c'est un Suisse. Thomas Bayes, a British man. À la fin du 19e siècle, apparaît une formalisation plus rigoureuse, celle que l'on connaît aujourd'hui. Les objets ont été clairement définis. Parmi les grands noms qui y sont associés, mentionnons Axel Harnack, Georges Cantor, Giuseppe Peano, Camille Jordan, c'est un français lui, Camille Jordan, Émile Borel, Henri-Léon Lebègue. En résumé, l'histoire des probabilités a commencé avec celle des jeux de hasard. Bien que quelques calculs de probabilité soient apparus dans des applications précises au Moyen-Âge, ce n'est qu'au XVIIe siècle que la théorie des probabilités est élaborée. Elle évolue sans vrai formalisme pendant 2 siècles. Entre parenthèses, certains élèves préféreraient probablement ça à ce qu'on fait aujourd'hui. Apparaît alors au XXe siècle la théorie classique des probabilités, bien rigoureuse. Cette théorie s'est depuis lors diversifiée dans de nombreuses applications. On établit des liens inattendus entre celle-ci et d'autres champs des mathématiques. Et alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien parce que la notion de variable aléatoire est un outil central de cette théorie. Pour davantage de détails, vous pouvez par exemple consulter les pages Wikipédia. Actuellement, les probabilités sont utilisées peu ou prou partout. Les assurances évaluent vos chances de faillite, de trépas. Les entreprises calculent les probabilités d'occurrence d'événements indésirables. Citons également, de manière non exhaustive, l'économie, la finance, la physique, la biologie, les décisions automatiques dans l'imagerie médicale, l'astronomie, la reconnaissance de caractère, les filtres anti-spam, l'analyse de données. Soulignons qu'en outre, tout ceci est en pleine expansion. Autant dire que ce domaine a plutôt le vent en poupe. Au préalable, je souhaite rappeler quelques éléments essentiels. Vous les avez déjà vus en seconde, revus en première lors du chapitre sur
les probabilités conditionnelles. Néanmoins, je souhaite remettre une couche. Imaginez, vous faites une expérience concrète, là on est dans le matériel, et on note les résultats possibles de cette expérience. L'univers, c'est l'ensemble des issues possibles, l'ensemble des résultats. Attention, j'ai bien dit un ensemble. L'univers est un ensemble. Prenons un exemple. Dans une classe constituée de 3 élèves, 3 parce que ça va être plus facile pour moi, hein, vous ça change rien, mais pour moi, à écrire ça va être plus facile. Je tire au hasard un élève. Les résultats possibles de mon expérience, quels sont-ils? Premier élève, deuxième élève, troisième élève. Appelons-les, on va reprendre les prénoms précités. Je suis sûr qu'il va prendre Axel, Émile et puis Blaise. Bah oui, ce sont 3 prénoms de mathématiciens célèbres. On crée pour l'occasion 3 objets mathématiques, que l'on note respectivement B-L-A-I-S-E, E accent aigu M-I-L-E et A-X-E-L. Ce seront les issues de notre expérience. Mon univers est l'ensemble qui contient exactement Blaise, Axel et Émile, et rien d'autre, ces 3 éléments-ci. On note assez souvent oméga l'univers, mais ce n'est pas nécessaire, on pourrait utiliser d'autres symboles. Je rappelle cette notation. Si vous écrivez un nombre fini d'éléments séparés par des points-virgules ou des virgules quand il n'y a pas d'ambiguïté, le tout entre accolades. Cela signifie l'ensemble qui contient exactement ces éléments. Dans notre cas, c'est ce qu'on a appelé oméga. Oméga, c'est l'ensemble qui contient Blaise, Émile et Axel. Notez bien que ici, les éléments de mon ensemble sont des prénoms. Eh oui. Alors, eu égard au fait que la plupart du temps, vous avez manipulé des ensembles qui contenaient des nombres, vous attendez peut-être à voir des nombres. Mais non. Ici, c'est très général. Quand vous faites une expérience, elle est souvent concrète, dans un monde matériel, et les issues peuvent être à peu près n'importe quoi. Des cailloux, des tomates, des planètes, etc. Des prénoms. Ce ne sont pas nécessairement des nombres. Alors, certes, on va ensuite faire intervenir des nombres, et c'est bien pratique. On l'a déjà fait en seconde. De surcroît, ici on va même associer à chaque élément de l'ensemble un nombre. Et c'est ça l'idée de variable aléatoire. Petit teasing. Néanmoins, gardez bien à l'esprit que les issues peuvent être, elles, très diverses. À présent, les événements. Un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers. C'est-à-dire un ensemble dont les éléments sont nécessairement des éléments de l'univers. Autrement dit, c'est un ensemble qui est inclus dans l'univers. S'agissant de notre exemple, il y a 8 événements. Les voici. L'univers, qui est un événement, c'est l'événement constitué de toutes les issues de l'univers. 3 événements à 2 issues. 3 événements à une issue, qu'on appelle événement élémentaire, et un événement vide, avec aucune issue, appelé ensemble vide ou événement impossible. J'attire votre attention sur le fait que ces notations oméga, A, B, C, D, E, F et ensemble vide sont dénuées d'accolades. Ici, ce sont déjà des ensembles constitués d'éléments de notre expérience. Rajouter des accolades changerait la nature de ces objets. Par exemple, accolade A serait non pas l'ensemble qui contient l'issue Blaise et Émile, mais l'ensemble qui contient Blaise et Émile. On passerait à une couche supérieure, si j'ose dire. Ainsi, de même qu'un déficit d'accolade change la nature de l'objet, un surplus d'accolade la change également. Sans refaire le cours de seconde, je rappelle qu'une probabilité, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des événements d'une expérience aléatoire. Dans notre cas, on parlera de probabilité de oméga, probabilité de A, de B, etc. Probabilité de toutes ces choses-là. Je peux noter A sous forme d'accolade et évaluer sa probabilité en écrivant ceci. P, parenthèse, et là, accolade. Le A, je le remplace par son écriture avec les accolades. Blaise, Émile. Je ferme l'accolade, ça c'est mon A, et je referme la parenthèse.
de la même façon, P de B, bien sûr, P de oméga, P de ensemble vide, tout ça, ça existe, ce sont des nombres, au passage compris entre 0 et 1. Prenez bien garde à toutes ces notations. Elles vont être particulièrement importantes pour ce chapitre. Dans le registre de la langue naturelle, l'événement qui contient exactement Blaise et Émile peut s'énoncer ainsi, obtenir Blaise ou Émile. Il s'agit de l'événement qui est vérifié si on obtient Blaise, il est également vérifié si on obtient Émile, et il n'est jamais vérifié dans les autres cas. De la même façon, l'événement qui ne contient que Blaise peut s'énoncer obtenir Blaise. Notez bien qu'on met des guillemets ici. Ces écritures ne sont absolument pas rigoureuses, cependant on les tolère au lycée parce qu'elles aident en termes d'intuition, d'où leur utilisation, mais avec des guillemets, à prendre avec des pincettes. Vous pouvez voir par exemple dans des ouvrages P2, ouvrez des guillemets, obtenir Blaise. Égal. J'ai dit que le tirage était au hasard. Ah, réflexe, dans ce contexte, hasard, là ça signifie équiprobabilité. Chaque prénom a la même chance d'échoir que les autres. Si on note petit p cette probabilité, pour que Blaise survienne, pareil pour Émile, pareil pour Axel, la probabilité de l'univers étant égale à 1, 3p égale 1, c'est-à-dire p est 1 tiers. Je vous propose un petit bestiaire des différentes bévues, des erreurs que j'ai pu voir de la part de mes élèves ces dernières années. Number 1. Ça va pas? Ça va pas. Number 2. Ça va pas? Number 3. Alors? Ça va pas? Number 4. Ça va pas? Number 5. Ça va pas? Bon. Number 6. Alors, monsieur Fuchs? Ah, ça va? Pour chacun des cas, il y avait déjà un problème de nature. Une probabilité s'applique à un événement et non pas à une issue. Si on rajoutait des accolades, là, ok, éventuellement. Problème de nature. Un nombre n'est pas égal à un événement qui contient Blaise. Une probabilité s'applique à un événement. Un tiers n'est pas un événement dans notre situation. Blaise n'est pas un nombre. C'est du nonsense. Du nonsense. Enfin, qu'est-ce donc que cela? Un événement, une fonction de probabilité, entre les deux, est-ce une multiplication? Non, ça n'aurait pas de sens. Qu'est-ce? On ne sait pas. Si on veut signifier l'image de l'événement par la fonction de probabilité, on peut utiliser des parenthèses. La fonction de probabilité, elle s'applique bien à des événements, d'accord? On regarde l'image de cet événement par la fonction de probabilité, qui doit être un nombre réel, égal à un tiers, très bien, un tiers est un nombre réel. De cette façon-là, tout va bien. Si vous enlevez les parenthèses, on est en train d'utiliser l'écriture d'un événement concaténé avec une lettre qui représente une fonction. Ce n'est pas signifiant, on ne sait pas de quoi il s'agit. Entendons-nous bien, l'humain que je suis pourrait tout à fait faire preuve d'adaptation et d'indulgence. Je pourrais préjuger de votre réelle intention. Si dans une copie je vois une telle écriture, je présume bien que l'intention de l'élève était de signifier l'image de l'événement par la fonction de probabilité. Toutefois, j'estime que ça n'est pas rendre service à l'élève que d'arrondir les angles. Ça lui serait préjudiciable. Par exemple, informatiquement, pensez-vous qu'un logiciel va induire une entrée correcte à partir d'une écriture erronée? Non, il va vous renvoyer un message « erreur ». De plus, pour votre compréhension et votre progression, il est très important de cultiver cette rigueur. Et ça n'est pas très coûteux de l'acquérir.
Lors de vos contrôles, de vos examens, par exemple le baccalauréat, vous pouvez tout à fait tomber sur un sadique et un casse-pied comme moi. Et à ce moment-là, un manque de rigueur engendrerait une perte de points. J'ignore pourquoi, mais on est plutôt nombreux parmi les professeurs de mathématiques. C'est parti, introduisons la notion de variable aléatoire. Si vous parlez avec un américain, aleatory variable. Mais une variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? Pour être honnête, vous ne savez pas. Vous êtes là pour vous intéresser, pour vous instruire, pour comprendre. On ne considère que des univers finis. Si oméga est un tel univers, une variable aléatoire réelle sur oméga n'est rien d'autre qu'une fonction définie sur oméga à valeur réelle. Point. On note souvent grand X, grand Y ou grand Z les variables aléatoires. Il n'y a aucune nécessité à cela, n'importe quel autre symbole pourrait faire l'affaire. Ici c'est grand X. À chaque élément de l'ensemble de départ, on associe un nombre réel. Chaque élément de oméga est envoyé sur un nombre réel. Éventuellement, deux éléments distincts de oméga peuvent avoir la même image par grand X. En outre, attention, tous les nombres réels ne sont pas nécessairement atteints par grand X. On peut avoir ici des nombres qui n'ont pas d'antécédent par grand X. En revanche, tous les éléments de oméga, eux, ont une image. La nouveauté réside dans cette notion de variable aléatoire. S'agissant de oméga, ce qui a été vu précédemment va être réinvesti. Notamment, nous allons parler de fonction de probabilité, définie sur l'ensemble des événements de oméga. Au niveau de la représentation, j'attire votre attention sur le fait que la seule source d'aléa se trouve au niveau de oméga. S'agissant de x, cette variable aléatoire est déterministe, c'est-à-dire qu'à un antécédent donné, vous aurez toujours la même image. Le côté incertitude ne réside pas du tout dans x. Il est au niveau de oméga. On s'intéresse à des fonctions de probabilité définies sur l'ensemble des événements de oméga, mais pas sur l'ensemble des sous-ensembles de R. L'évaluation du hasard se fait là, par le biais de P. Cependant, grand X et R ne revêtent aucune part d'aléa quant à eux. Reprenons notre exemple introductif concernant oméga et complétons-le. On tire un élève au hasard parmi Axel, Blaise et Émile et on considère la variable aléatoire qui va associer à Axel le nombre -3 et qui va associer à Émile et aussi à Blaise le nombre 1. L'image d'Axel par x est -3, ce qui se note ainsi. Fonction, parenthèse, antécédent, image. Prenez garde. Grand X est défini sur oméga, c'est-à-dire l'ensemble des issues, pas sur l'ensemble des événements, comme le serait une fonction de probabilité. Si on note P, une fonction de probabilité, on définit P sur l'ensemble des événements. Là, on aurait un événement, par exemple l'événement qui ne contient que Axel. Dans cet exemple, Axel est une issue. Et Axel entouré d'accolades, c'est l'événement qui contient une seule issue, laquelle Axel. C'est un événement élémentaire. De la même façon, on peut écrire ceci. 1 est une image commune pour Blaise et Émile. On peut figurer les choses ainsi. D'une part, la variable aléatoire définie sur oméga. En contrepoint, la fonction probabilité définie sur l'ensemble des événements de oméga. Si petit x est un nombre réel, on va noter ainsi l'ensemble des antécédents de petit x par grand X. Il s'agit de l'ensemble des éléments de oméga, tels que leur image par grand X et petit x. On peut utiliser une écriture mathématique pour décrire cet ensemble, une écriture dite par compréhension. La voici. C'est l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga, tel que l'image par grand X de petit oméga est petit x. Nous avons une notation analogue pour l'ensemble des éléments de oméga
tels que leur image par grand X est inférieure ou égale à petit x. Il en est de même pour le signe strictement inférieur, pour le signe strictement supérieur et le signe supérieur ou égal. On note ainsi la probabilité de l'événement grand X prend la valeur petit x. Vous pourrez parfois trouver dans certains ouvrages cette notation. Il s'agit d'un abus qui est toléré car dans ce cas précis, il est dénué d'ambiguïté. Je n'utiliserai pas cet abus de notation, mais sachez que vous pouvez le rencontrer. Il en est de même pour les inégalités dans les deux sens, qu'elles soient larges ou strictes. Dans notre exemple, l'événement grand X égale 1. Il s'agit de l'événement constitué exactement des antécédents de 1 par la variable aléatoire x. Ici, il s'agit de l'événement constitué exactement de Blaise et Émile. Cet événement a une image par la fonction de probabilité. On le retrouve ici, Blaise-Émile, l'ordre n'importe pas dans un ensemble, Émile-Blaise. Cet événement-là, il a une image par la fonction de probabilité 2 tiers. On écrit alors que la probabilité de cet événement, c'est 2 tiers. De la même façon, l'événement grand X égale moins 3. Cet événement est l'ensemble des antécédents de moins 3 par la variable aléatoire x, c'est-à-dire l'ensemble constitué uniquement de Axel. Événement élémentaire. Cet événement, il a pour probabilité 1 tiers. On écrit donc probabilité de cet événement égale 1 tiers. De plus, l'événement grand X égale 2, l'ensemble des antécédents de 2 par la variable aléatoire x. Quels sont les antécédents de 2? Il n'y a rien. Vous n'avez aucun élément de oméga dont l'image est 2 par la variable aléatoire x. C'est-à-dire que l'ensemble des antécédents, c'est l'ensemble vide. Il n'y a rien dedans. Ensemble vide. Probabilité de l'ensemble vide, 0. On écrit alors ceci. L'événement grand X est inférieur ou égal à 1. Il s'agit de l'événement constitué des issues dont l'image par x est inférieure ou égale à 1. C'est le cas de tout le monde. Que ce soit Blaise, Axel ou Émile, on a à chaque fois une image qui est inférieure ou égale à 1. Ainsi, cet événement n'est rien d'autre que oméga, l'événement qui contient Axel, Blaise et Émile. Exactement. Cet événement a pour probabilité 1. S'agissant de l'événement grand X est strictement inférieur à 1. Cette fois-ci, on ne va considérer que Axel. Blaise et Émile ont une image qui est supérieure ou égale à 1. Il n'y a qu'Axel qui a une image qui est strictement inférieure à 1. Ainsi, cet événement, c'est l'événement qui ne contient qu'Axel, et il a pour probabilité 1 tiers. Enfin, de la même façon, l'événement grand X est inférieur ou égal à 0, c'est l'événement qui ne contient que Axel, il a pour probabilité 1 tiers. Et l'événement grand X est supérieur strictement à 5, ça c'est l'ensemble vide. Sa probabilité c'est 0. Parlons à présent de loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne considérons que des univers avec un nombre fini d'issues, a fortiori un nombre fini d'images. Si, pour chaque valeur image petit x, vous associez la probabilité de l'événement grand X prend la valeur petit x, vous répondez à la question « Donnez la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X ». Vous aurez peut-être noté pour les plus fins d'entre vous cette magnifique circonlocution pédagogique, c'est-à-dire que je ne dis pas ce que c'est qu'une loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X, mais je vous dis comment faire pour satisfaire le correcteur. Voilà. C'est bien, hein? Attends, si j'ai bien compris, tu es en train de parler d'un objet, d'en donner des propriétés alors que tu ne l'as même pas défini. Mais c'est pas un petit peu moche, ça? Ah oui, mais c'est terrible, oui. Disons que comme je l'avoue, je me sens moins coupable. Puis tout le monde fait comme ça.
En vérité, ça n'est pas nécessaire pour le baccalauréat. Ça ajouterait 10 minutes supplémentaires, augmenterait la difficulté. Ouais, principe de parcimonie, on fait pas. Elle ment. Tu m'apportes une bière. Bon, pas que on est mort des jus de légumes, mais enfin bon, ça donne soif tout ça. Hein. Tiens, si tu passes à la côté de ton école, tu vas apporter des bières. J'en ai plus que 4. Je te remercie. Tiens. Elle va m'en amener. J'en ai plus que 4 et moi je suis coincé ici toute la matinée. Ah mince. Pas évident. Vous pouvez par exemple présenter votre réponse dans un tableau, comme celui-ci. Petite remarque, si vous ajoutez tous les nombres de la deuxième ligne, vous obtenez 1. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, vous répondrai-je, parce qu'en fait, ces événements forment une partition de l'univers. Si vous choisissez deux événements, admettons pour simplifier ici les deux premiers, un élément ne peut pas avoir pour image par x, x1 et en même temps x2, sachant que x1 et x2 sont distinctes. Donc les événements sont l'intersection vide. De plus, comme on a considéré toutes les valeurs images possibles, la réunion de tous ces événements-là vous donne oméga tout entier. À chaque fois qu'on considère un élément, il aura une image par grand X. Cette image figurera dans la première ligne du tableau. Dans la colonne correspondante, nous retrouverons un événement auquel cet élément appartient. Notons x indice 1, x indice 2, etc., x indice n, où n est un entier naturel, les différentes valeurs images par la variable aléatoire grand X. On appelle espérance de x le nombre suivant. Visuellement, x1 multiplié par la probabilité de l'événement grand X prend la valeur x1, plus x2 multiplié par la probabilité de l'événement grand X prend la valeur x2, plus etc. Ce n'est pas sans rappeler un résultat de statistique. Si l'on dispose de données offrant n valeurs distinctes, que l'on relève leur effectif, que l'on calcule leur fréquence, alors la moyenne de la série statistique, c'est la fréquence de la première valeur multipliée par la première valeur, plus la fréquence de la deuxième valeur multipliée par la deuxième valeur, etc. jusqu'à la fréquence de la nème valeur multipliée par la nème valeur. Retour sur notre premier cas avec le diagramme sagittal. Sur cet exemple, l'espérance de x, c'est moins 3 multiplié par 1 tiers, plus 1 multiplié par, les Émile, 2 tiers. Moins 3 fois 1 tiers plus 1 fois 2 tiers, c'est 1 tiers. Les statistiques et les probabilités sont étroitement liées. Certains résultats en statistiques sont à rapprocher de résultats en probabilité et vice-versa. L'équivalent, si j'ose dire, d'une fréquence, d'une valeur, c'est la probabilité de l'événement grand X prend cette valeur. D'ailleurs, vous pouvez voir une probabilité comme une fréquence théorique. Sous certaines conditions, les fréquences empiriques convergent en un certain sens probabiliste vers les probabilités correspondantes. Imaginez vous lancez un dé équilibré à 6 faces numéroté de 1 à 6. Vous vous intéressez particulièrement à la face sur laquelle est inscrit le nombre 2. Vous lancez un certain nombre de fois le dé et vous notez la fréquence d'apparition du nombre 2. Par exemple, vous lancez 10 fois le dé, vous obtenez 2 fois le nombre 2. Vous dites que la fréquence d'apparition du nombre 2 est de 2 dixièmes. Par ailleurs, on considère la variable aléatoire grand X qui va associer à une face le nombre qui est inscrit dessus. Si vous obtenez la face 2, l'image de ce résultat concret de l'expérience par la variable aléatoire x, c'est le nombre 2. Eh bien, si vous faites un très grand nombre de lancers, votre fréquence empirique va converger en un certain sens, va se rapprocher en un certain sens de la probabilité de l'événement x prend la valeur 2. Ceci est l'événement, obtenir la face sur laquelle est inscrit le nombre 2. Sa probabilité est 1/6. La fréquence empirique va tendre en un certain sens vers 1/6. L'espérance représente un peu ce que vous pouvez espérer obtenir théoriquement en moyenne. Un cas plus simple, seulement 2 issues. Imaginez vous lancez une pièce équilibrée.
Si elle tombe sur pile, vous gagnez 10 €. Si elle tombe sur face, vous perdez 10 €. On considère la variable aléatoire grand X qui, à l'issue pile, associe le nombre plus 10 et à l'issue face, associe le nombre moins 10. Est-ce que vous avez envie de vous soumettre à cette expérience? Ça a l'air d'être un état d'équilibre, hein. On a autant de chances d'avoir pile que face. Le gain est aussi élevé que la perte. Pourquoi pas? Pourtant, si vous jouez, vous ne serez pas à 0. Vous allez soit gagner 10 €, soit perdre 10 €. Qu'est-ce que l'espérance de x? La valeur moins 10 multipliée par la probabilité de l'événement x prend la valeur moins 10, plus 10 multiplié par la probabilité de l'événement x prend la valeur 10. L'événement x prend la valeur moins 10, ça correspond à obtenir face, une chance sur 2, probabilité de 1,5, puisqu'on est en situation d'équiprobabilité. De même, probabilité de l'événement x prend la valeur 10, 1,5. On a une espérance qui, in fine, est égale à 0. Elle rend bien compte de cette idée qu'on avait d'équilibre. Si vous jouez au casino, il y a la plupart du temps, si ce n'est systématiquement, une espérance de gain strictement négative. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez gagner de l'argent avec de la chance. Vous pouvez également perdre de l'argent. Toutefois, si vous mettez au sens de l'espérance en balance, d'un côté, les gains à hauteur de leur probabilité de survenue, d'un autre côté, les pertes également à hauteur de leur probabilité d'échoir, eh bien les pertes vont être plus importantes. Toujours ce lien avec les statistiques, si vous jouez encore et encore et encore et encore, vous allez tendre, en un certain sens, vers une situation où vous aurez perdu. C'est-à-dire que la chance que vous pouvez avoir sur 1, 2, 3, etc. lancés va finir par être écrasée par une sorte de volonté de l'univers. Il y a une morale. Tu dois perdre à ce jeu-là si tu joues suffisamment longtemps. On appelle variance de x le nombre suivant. On note var parenthèse x. Visuellement, ça moins espérance de grand X, le tout au carré, multiplié par ça. Plus, on recommence. Ça moins espérance de grand X, le tout au carré, fois ça. Plus, etc., etc. À la fin, ça moins espérance de grand X, le tout au carré, fois ça. Sur notre premier exemple, la variance. Moins 3, moins l'espérance, on avait trouvé un tiers, au carré, fois un tiers. Plus, on recommence, 1 moins l'espérance, le tout au carré, multiplié par 2 tiers. Et on trouve 32 neuvièmes. Cette définition est à mettre en relation avec une notion de statistique, la variance empirique, qui a déjà été vue et qui s'exprime ainsi. La moyenne empirique est remplacée par l'espérance. La fréquence empirique est remplacée par la probabilité de l'événement grand X prend la valeur x1, pareil pour x2, etc. jusqu'à xn. Là encore, ces deux objets sont liés, globalement les deux expressions sont liées. Notamment, rappelez-vous, la variance empirique pour une série statistique est un indicateur de dispersion. Il s'agit de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ici, de la même façon, la variance est également un indicateur de dispersion, mais théorique cette fois. À l'instar de ce qui a été fait en statistique, nous définissons l'écart type comme étant la racine carrée de la variance. Si x est une variable aléatoire, l'écart type de x, qu'on note souvent sigma de x, c'est la racine carrée de la variance de la variable aléatoire x. Premier exemple, tirage au sort pour déterminer qui va servir. On suppose qu'il n'y a pas de mentalisme. Mon adversaire ne m'envoie pas de signal particulier. Deux issues alternatives s'offrent à moi. Aucune d'elles n'a de raison d'être plus probable que l'autre. Je tranche entre les deux. Si la balle se trouve du côté que j'ai désigné, on appelle ça succès, sinon échec. L'univers associé à mon expérience aléatoire est ainsi l'ensemble constitué exactement des deux éléments que sont succès et échec. L'énoncé suggère un cas d'équiprobabilité. Nous considérerons conséquemment une fonction de probabilité telle que la probabilité de l'événement constitué uniquement de l'issue succès est 1/2, de même que la probabilité de l'événement constitué uniquement de l'issue échec. Imaginons qu'en cas de succès, je gagne 3 €,
En cas d'échec, je gagne 1 euro. C'est plutôt pas mal, je gagne quoi qu'il arrive. On considère ainsi la variable aléatoire grand X définie sur oméga, qui à l'issue succès associe 3 et à l'issue échec associe 1. Après calcul, on trouve une espérance de 2 et une variance de 1. Si on vous demande de donner la loi de probabilité de grand X, vous pouvez répondre avec le tableau suivant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi ces histoires d'échecs, ça m'a donné envie de parler d'échecs. Alors on va attribuer des points aux pièces du jeu d'échecs. 1 point pour les pions, 5 points pour les tours, 3 points pour les cavaliers, 3 points pour les fous, 9 points pour les dames. Entre parenthèses, ce sont les points qui sont attribués classiquement à ces pièces. Et dans un carton, important d'avoir toujours un carton chez soi, hein. On ne sait jamais, une petite vidéo mathématique. Je vais mettre ces différentes pièces, excepté le roi. Je secoue, je secoue, je secoue. Et à l'aveugle, je vais piocher une pièce. Mais que vais-je obtenir? Ah, un cavalier. 3 points. L'univers de l'expérience est l'ensemble qui contient exactement l'issue qu'on appelle tour, l'issue qu'on appelle cavalier, fou, dame et pion. Le tirage s'effectuant au hasard, il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Il y a 5 pièces dans le carton. La probabilité d'un événement élémentaire est alors de 1/5. L'attribution de points correspond à la construction d'une variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire définie sur oméga, qui à l'issue tour associe le nombre réel 5, aux issues cavalier et fou associe le nombre réel 3, à l'issue dame associe le nombre réel 9, et enfin, à l'issue pion associe le nombre réel 1. À la question « Quelle est la loi de grand X ?», on peut répondre avec le tableau suivant. Après un petit calcul, on obtient une espérance de 21/5 et une variance de 184/25. Calcul subsidiaire, l'événement grand X prend des valeurs supérieures ou égales à 4 à une probabilité de 1/5. Troisième exemple, on lâche un volant sur le sol et on regarde la direction indiquée par le bouchon du volant. Au préalable, un repère a été fixé afin de discriminer tous les résultats selon 4 catégories. Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est. Très bien. Mais alors, j'ai envie de te demander, mon cher, comment fais-tu si le volant suit l'un des axes? Alors déjà, c'est improbable. This development was highly improbable. Mais bon, on pourrait refaire un tirage. Ou alors, retourne-toi. Les 4 catégories pourraient se partager les 4 demi-axes. Nous avons de cette façon créé une expérience aléatoire à 4 issues dans une situation d'équiprobabilité. On imagine qu'un résultat nord-est ou nord-ouest rapporte 5 points, qu'un résultat sud-est est associé à une perte de 2 points, un résultat sud-ouest fait perdre 1 point. L'univers, c'est l'ensemble des issues que sont nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. La probabilité de n'importe quel événement élémentaire est de 1/4, situation d'équiprobabilité. L'énoncé est très suggestif. On considère la variable aléatoire y pour changer, qui à une issue va associer le nombre de points attribués. C'est-à-dire que l'image de nord-est, c'est pareil que l'image de nord-ouest, c'est 5. L'image de sud-est, moins 2. Quant à l'image de sud-ouest, moins 1. Quelle est la loi de grand Y? Voilà. Voici le calcul de l'espérance de Y. Et à présent, le calcul de la variance de Y.